Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Jean-Loup Saman. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du Golfe Persique et vous signez en cette rentrée aux éditions Ibetoris un livre intitulé New Military Strategies in the Gulf, soit les nouvelles stratégies militaires dans le Golfe. C'est un livre qui paraît donc en anglais. D'abord, est-ce qu'une traduction en français est envisagée ? Pour l'instant, non. Il faudrait que je voie avec l'éditeur. Pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Je m'en excuse pour les compagnons de la francophonie. Alors, on va essayer de les guider, ces compagnons de la francophonie, au cours de cette émission. Dans ce livre, vous analysez, Jean-Loup Saman, les nouvelles orientations militaires et stratégiques prises ces dernières années par trois dirigeants du Golfe. L'émirien Mohammed Ben Zayed, plus connu sous le nom de MBZ, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, alias MBS, et le qatarien Tamim Ben Hamad Al Thani. Trois leaders assez jeunes mais très ambitieux et qui ont engagé leur État par des moyens différents que vous exposez dans une logique d'autonomie militaire que vous présentez comme un mirage. On y reviendra. Je voudrais qu'on commence d'abord avec l'actualité la plus récente. Hier, le prince héritier saoudien MBS a accordé une interview à la chaîne américaine Fox News en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une interview au cours de laquelle il a indiqué que chaque nouveau jour permettait de se rapprocher d'un accord avec Israël. Quel est l'intérêt pour Riyad de rejoindre aujourd'hui ou demain les accords d'Abraham ? Alors, il y a plusieurs motivations. Disons que on peut voir d'une part la motivation vis-à-vis des États-Unis. Très clairement, pour le prince héritier Mohammed bin Salman, se rapprocher, ou en tout cas normaliser les relations avec Israël, c'est une façon aussi de restaurer ses relations avec les États-Unis. On en a longuement parlé au cours des derniers mois. La volonté de MBS de revenir dans le giron des États-Unis après des relations compliquées depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Donc, normaliser les relations avec Israël, c'est aussi se rapprocher de Washington. C'est aussi une façon pour les Saoudiens de négocier un accord de défense qui semble être au cœur des négociations avec Washington. Après, cette volonté de normalisation sur ce premier point, cette volonté de normalisation avec les États-Unis, est-ce qu'elle est liée d'un point de vue chronologique à la guerre en Ukraine et à ses conséquences, notamment énergétiques ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on voit une séquence nouvelle dans les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite depuis la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, l'administration Biden n'a aucune envie de discuter, d'échanger avec Mohammed bin Salman. Joe Biden a fait comprendre dès la présidentielle en 2020 qu'il voulait faire du prince héritier un paria du système international. Mais avec la guerre en Ukraine, avec le changement sur le rapport de force énergétique, la volonté des États-Unis et de l'Europe de renforcer les relations avec les pays du Golfe autour de la question énergétique, les Saoudiens sont redevenus incontournables. Et donc là, effectivement, on a cette relance de la normalisation des relations avec Israël depuis cette séquence ukrainienne, clairement. Comment articuler ce processus donc de rapprochement, de normalisation avec Israël, avec celui qui a permis le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran au printemps dernier sous l'égide de la Chine ? Alors, les Saoudiens, dès le moment où ils avaient renoué les liens avec les Iraniens, en mars dernier, avaient dit, que ce soit aux Occidentaux ou plus généralement à la communauté internationale, que ça ne changeait rien pour eux quant à la question de la normalisation avec Israël. Les Saoudiens et plus généralement les pays du Golfe sont aujourd'hui dans une phase de leur politique étrangère qui pourrait être caractérisée par un multi-alignement. C'est-à-dire qu'ils entendent avoir uniquement des amis sur la scène internationale et non des ennemis, aucun rival finalement. Pour eux, il n'y a pas de contradiction à avoir de bonnes relations avec les États-Unis et la Chine, et pas de contradiction à avoir des bonnes relations avec l'Iran et Israël. Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé avec Israël, ont également, au cours de la même période, renforcé leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Et là aussi, ils ne voient pas de contradiction. Donc, je pense que du côté saoudien, l'un n'empêche pas l'autre.
Au sein du pouvoir saoudien, qui est à l'origine de cette nouvelle doctrine? Et est-ce que c'est le même MBS qui était décrit comme à la fois tempétueux et très, parfois même expansionniste, CF, la guerre au Yémen? Oui, clairement, c'est de toute façon dans le système politique saoudien, de telles décisions ne peuvent pas être prises sans l'aval de MBS. On est dans un système extrêmement centralisé où il n'y a qu'un cercle de pouvoir qui décide de ces choses-là. Ce qui est certain, c'est que MBS, depuis plusieurs années, depuis qu'il est arrivé au pouvoir avec son père en 2015, a envoyé plusieurs signaux dès 2016, 2017. Dans plusieurs interviews, il avait mentionné que, à ses yeux, personnellement, Israël avait le droit d'exister, ce qui était déjà quelque chose d'assez hors du commun pour un haut dignitaire saoudien. Et donc là, on a quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de sa posture, qui consiste finalement à de plus en plus lever le tabou sur les relations avec Israël. Donc on n'a pas, à la manière de l'ancien ministre des Affaires étrangères turc, Gül, qui avait été à l'origine de la politique du zéro problème avec les voisins, une personne qui serait un peu dans la coulisse et qui pousserait à cette réorientation, au-delà de MBS. Non, clairement, le système politique turc, tel qu'il avait existé à l'époque de la mise en œuvre de cette politique d'aucun ennemi dans la région, ne peut pas être reproduit ici. Encore une fois, on est devant une verticale du pouvoir en Arabie Saoudite où le ministre des Affaires étrangères, comme la plupart des ministres, sont des exécutants de MBS, qui est lui l'architecte véritablement de la politique étrangère, que ce soit sur les relations avec les États-Unis, la Chine ou Israël. Jean-Loup Saman, hier, Mohamed Ben Salman a néanmoins assuré que la possession d'une arme nucléaire par l'Iran impliquerait nécessairement que l'Arabie Saoudite en fasse de même. C'est une menace? C'est un rappel à l'ordre, je pense, qui est adressé à la fois à l'Iran, mais probablement beaucoup plus aux États-Unis, et qui n'est pas nouveau. Il y a eu par le passé, que ce soit disons, dans des interviews publiques ou dans des échanges diplomatiques parfois classifiés, et d'ailleurs Wikileaks en avait dévoilé pas mal, des déclarations des Saoudiens qui disaient clairement qu'ils ne pouvaient pas accepter une arme nucléaire iranienne. Dans cette situation actuelle, je pense que ça s'inscrit dans un climat qui est de méfiance vis-à-vis de l'administration Biden, la suspicion du côté des pays du Golfe et d'Israël que l'administration Biden serait prête à faire encore des concessions pour un accord nucléaire avec l'Iran. Et donc, de cette façon, l'Arabie Saoudite rappelle aux Américains qu'ils considèrent qu'une arme nucléaire iranienne, ce serait une ligne rouge et que ça déclencherait une crise de prolifération dans la région et qu'aux yeux de Riyad, il n'aurait pas à se restreindre sur l'obtention d'une arme nucléaire. Est-ce que c'est aussi le signal d'une course à la prolifération nucléaire au Moyen-Orient que nombre de diplomates et d'experts avaient avancé comme l'une des conséquences possibles et majeures d'une militarisation du programme nucléaire iranien? Je ne pense pas qu'on y soit encore. Je pense qu'on est encore, disons, dans une phase d'avertissement et que clairement les Saoudiens n'ont pas encore signalé, indiqué d'un programme qui aurait une finalité militaire. Je pense qu'il y a tout un ensemble de mesures qui seraient nécessaires avant d'arriver à ce stade. Mais clairement, un message comme cela, c'est de nature à signaler aux États-Unis et plus généralement à la communauté internationale que les Saoudiens n'auront pas peur, si les Iraniens obtiennent une arme nucléaire, de se lancer eux-mêmes dans une course à l'armement. Est-ce qu'ils en ont les moyens, notamment en termes d'ingénieurs nucléaires? Pour l'instant, non. Clairement, il y a tout un ensemble, disons, d'éléments qui seraient nécessaires à mettre en place pour un complexe militaro-industriel sur le nucléaire.
ce que l'on sait, c'est que les Saoudiens veulent développer un programme nucléaire civil sur le modèle des Émirats arabes unis, qui en ont un et qui ont des centrales nucléaires qui sont maintenant opérationnelles dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Mais pour ce qui est de l'Arabie saoudite, on n'a pas encore aujourd'hui un programme nucléaire local qui permettrait d'avancer déjà sur la dimension énergétique, à savoir l'enrichissement de l'uranium. Après se pose la question des vecteurs, des missiles balistiques qui seraient capables de se doter de cette arme nucléaire. Là aussi, ça reste encore très spéculatif. Donc, on n'est pas sur un scénario où on verrait d'ici 2024 l'Arabie saoudite. En tout cas, si on parle d'une arme nucléaire développée en Arabie saoudite, on n'est pas encore sur un scénario qui serait dans les prochains mois, clairement. Alors, outre la question palestinienne et la signature d'un pacte de défense sur le modèle de celui liant aujourd'hui Washington à l'État d'Israël, et sur lesquels nous reviendrons dans un instant, Jean-Loup Saman, l'Arabie saoudite exige des États-Unis, mais aussi une aide pour lancer un programme nucléaire civil, et j'insiste sur le terme de civil. Ce projet s'intègre dans la stratégie post-pétrole de MBS et de son fameux plan 2030. Oui, alors il y a, comme tout pays qui se lance dans un programme nucléaire, il y a finalement les mêmes arguments, à savoir, dans le cas de l'Arabie saoudite, la diversification économique. Ça s'intègre à cette idée qui est au cœur de Saudi Vision 2030, donc le programme de diversification économique, de réduire la présence du pétrole dans l'économie saoudienne. Il y a aussi, et je pense que ce n'est pas à négliger, une dimension véritablement nationaliste, à savoir que la puissance nucléaire, ça reste un élément, disons, de modernité. On le voit en Iran, on l'a vu par le passé également dans d'autres pays en Asie, que ce soit en Inde ou au Pakistan. Oui. Donc là aussi, je pense que c'est un mélange à la fois de logique économique et, disons, de projet national, de fierté nationale qu'apporte un programme nucléaire. Avec l'idée que le pétrole ne serait utilisé à moyen terme ou à long terme seulement pour les exportations ? Oui, alors ça, c'est toujours le problème de ces annonces. On ne sait pas exactement si elles peuvent être suivies dans leur application. Beaucoup d'annonces sur la transition en Arabie saoudite sont extrêmement ambitieuses, et depuis l'arrivée de Mohammed bin Salman en 2015. Dans les faits, on voit que cette transition, elle est encore très lente. Il y a encore une rente pétrolière qui est extrêmement forte en Arabie saoudite. Et donc, il reste à voir si tout cela peut se mettre en place, parce que même sur tout ce qui est de l'ordre des énergies renouvelables, et la question est de savoir si on peut placer l'énergie nucléaire dans cette catégorie. Là aussi, on voit que pour l'instant, les avancées restent très modestes. Alors, l'administration Biden refuserait pour le moment que l'uranium soit enrichi sur le territoire saoudien. C'est clairement une ligne rouge pour Washington. Je pense que si on est encore dans cette retenue du côté des Américains, c'est justement parce que il y a un ensemble de suspicions. Encore une fois, si on essaie de comparer avec la situation aux Émirats, le pays voisin, où là, les Américains ont accordé leur coopération avec le pouvoir d'Abu Dhabi, il y a plusieurs éléments sur lesquels les Américains sont suspicieux vis-à-vis des Saoudiens. En premier, le fait qu'on a clairement des annonces comme celle de Mohammed bin Salman, tendant à penser qu'il y aurait peut-être à un moment ou un autre une volonté de militariser le programme. Et donc, ça pose question sur la coopération américaine sur un programme qui pourrait à un moment avoir une finalité militaire. Et ça rappelle d'ailleurs les déclarations, il y a maintenant près de 50 ans, du Shah après la bombe indienne. Oui. Et le problème de ce type de coopération, c'est qu'elle peut commencer dans le domaine civil et puis, d'une certaine façon, la militarisation sera assurée plus tard uniquement par les Saoudiens. Ça peut être un scénario qui inquiète les Américains, d'autant plus, et c'est le deuxième point, qu'on a, contrairement à la situation aux Émirats, on a des missiles balistiques en Arabie Saoudite qui
pour certains, des missiles qui ont été achetés dans les années 80 à la Chine pourraient être modifiés pour emporter des armes nucléaires. On n'a pas d'éléments, en tout cas dans le domaine public, qui sont confirmés là-dessus, mais j'imagine que ça fait partie des éléments qui inquiètent Washington et qui amènent l'administration Biden à la plus grande prudence sur ce dossier. Selon le Wall Street Journal, Benjamin Netanyahou aurait proposé que des experts israéliens coopèrent à ce processus d'enrichissement éventuel d'uranium sur le sol saoudien, en échange toujours donc de la normalisation des relations du pays avec Jérusalem. C'est assez osé de la part du Premier ministre israélien, Jean-Loup Saman, n'est-ce pas? Oui, alors le problème, c'est qu'on est dans une phase, quant à ce processus de normalisation, où beaucoup de choses sont dites. On a parlé tout à l'heure de l'entretien récent, l'entretien hier de Mohammed bin Salman. Cet entretien, il rejetait des précédentes rumeurs selon lesquelles le processus de normalisation, ou en tout cas les négociations autour de la normalisation, auraient été suspendues. C'est toujours difficile d'évaluer la véracité ou même la crédibilité de telles promesses parce que déjà, est-ce que c'est véritablement une promesse qui engage l'ensemble du gouvernement? Est-ce que le gouvernement Netanyahou a les capacités de mettre en œuvre une telle offre? Ça serait une manière aussi de surveiller ce programme de plus près? Alors, on peut spéculer sur l'idée qu'une partie disons de l'État israélien serait intéressé d'y participer pour mieux le surveiller, mais ça peut être un élément. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que je ne suis pas certain que la population saoudienne serait prête à accepter sur son sol des ingénieurs israéliens qui viendraient travailler sur le programme nucléaire. Ça reste encore quelque chose qui c'est un tabou encore. Oui, parce que c'est finalement, je pense, tout ce qui est en train de se jouer actuellement, ce sont des tests aussi de la réaction en interne pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que Mohammed bin Salman, je pense, ne conclura cet accord, si on parle d'accord, qu'une fois qu'il sera certain qu'il n'y ait pas de véritable protestation en interne. Ça compte pour lui l'état de son opinion publique sur cette question-là? Alors, l'opinion publique est une chose. Disons que ce qui compte pour lui, c'est est-ce qu'il peut y avoir des mobilisations violentes dans le pays? Est-ce qu'on peut avoir des manifestations se déclencher à Riyad ou dans d'autres villes du pays et qui pourraient être en mesure de menacer son règne? Il ne faut pas oublier qu'il est encore dans une situation de prince héritier et non pas de roi. Ce qui est encore une chose différente du cas des Émirats ou du Bahreïn, où là, il y avait une situation d'une certaine façon beaucoup plus clarifiée. Donc, encore une fois, je pense que tout ce qui nous est envoyé aujourd'hui, tous ces signaux, c'est aussi une façon de tester les réactions dans le pays, de voir comment les gens réagissent. Mais pour nous, à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, ça reste la grande inconnue. Comment la population réagirait à cette normalisation, voire même, comme vous le disiez, à un scénario où on aurait des ingénieurs israéliens sur le sol saoudien. Pour moi, ce scénario-là, ça reste encore quelque chose de très audacieux, ne serait-ce que pour la réaction saoudienne. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Jean-Loup Saman. Que prévoirait précisément le pacte de défense avec les États-Unis que réclame aujourd'hui Riyad? Alors là aussi, on n'a pas les détails précis, mais ce qui est certain, c'est que il y a, je dirais, deux volets. Il y a le volet armement, à savoir la capacité des Saoudiens à accéder aux meilleurs armements américains, et on pense notamment aux avions de combat F-35, qui sont toujours un enjeu pour les pays du Golfe. Les Émiriens cherchent à l'obtenir et ils ne sont vraisemblablement pas en train de l'obtenir en raison de leur relation avec la Chine. Est-ce que c'était une promesse claire qui avait été faite par l'administration Trump au moment de la signature des accords d'Abraham? Ah oui, disons Clairement. que l'administration Trump avait signé les documents. On a aujourd'hui dans le domaine public les documents que la Maison-Blanche sous Trump avait signés, demandant au Congrès de valider
la vente des F-35 auprès des Émirats dans le cadre des accords d'Abraham. Donc, il y avait clairement cette dimension de coopération d'armement. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense que le deuxième élément, c'est les garanties de sécurité, c'est-à-dire la solidarité, avoir par écrit la promesse américaine d'être solidaire vis-à-vis des Saoudiens en cas de menace contre le royaume. Et là, clairement, on est dans un scénario vis-à-vis de l'Iran. Donc, ces garanties de sécurité qu'on n'a pas aujourd'hui, ce sont aussi un enjeu pour les Saoudiens dans leur façon de renouer les liens avec l'administration Biden. Et c'est non seulement lié à l'accord avec Israël, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Je pense que pour les Saoudiens, c'est une mise aux enchères, c'est une façon de dire à l'administration Biden, si vous ne renforcez pas votre relation militaire avec nous, nous irons voir d'autres pays, nous n'arrêterons pas notre coopération, que ce soit avec les Russes ou les Chinois. Mais est-ce que la Chine serait en mesure d'apporter des garanties de sécurité sûre vis-à-vis d'une menace iranienne contre le territoire ou contre les intérêts saoudiens ? Non, clairement, pour l'instant, la Chine, dans toutes ces tractations, reste un acteur prudent. La Chine n'a pas de présence militaire dans le Golfe, il n'y a pas de troupes chinoises dans la région, et il n'y a pas d'indication que Pékin entend rivaliser avec les États-Unis sur ce dossier. Donc, d'une certaine façon, on peut se montrer critique et dire que c'est un bluff saoudien. Je pense que les garanties de sécurité américaines ici, si elles ne viennent pas, les Saoudiens diront aux Américains, dans ce cas-là, nous continuerons à développer notre coopération avec les Chinois sur des technologies sensibles, les technologies qui inquiètent le plus les Américains, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, mais aussi l'achat d'armements chinois, que ce soit les drones, les missiles balistiques, qui là aussi, ce sont des dossiers qui inquiètent les Américains et sur lesquels ils font pression déjà sur les Saoudiens. Ces garanties de sécurité réclamées auprès des États-Unis, elles se concrétiseraient comment? Ça se traduirait par quoi? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que si certains sites pétroliers saoudiens, comme dans le passé, ont pu être attaqués par des forces liées à l'Iran, que les États-Unis interviennent, ce qui n'avait pas été le cas dans le passé? On pense par exemple à ça? Alors, dans ce genre de scénario, il y a plusieurs possibilités. Ce qui existe déjà, vous avez une présence militaire américaine en Arabie Saoudite qui est modeste, mais qui existe. Vous avez déjà tout un système de défense antimissile américain sur place et qui avait été activé au moment des attaques de missiles, de roquettes qui venaient du Yémen contre l'Arabie Saoudite. Tout n'a pas été intercepté, mais une partie du dispositif a été activée, et notamment par les Américains. Ce qui, à mon avis, va être important, c'est de voir, d'une part, si on a une déclaration publique qui serait une expression très symbolique de l'administration Biden, de dire que la sécurité de l'Arabie Saoudite relève de l'intérêt national américain, un peu d'une certaine façon, comme on a déjà avec la sécurité d'Israël. Je pense que les Saoudiens... Sauf qu'il y a beaucoup de résistance au Congrès vis-à-vis de ce lien très fort qui existerait avec l'Arabie Saoudite, compte tenu de son régime politique notamment. Tout à fait, parce que historiquement, on a toujours eu des réticences au Congrès américain quant à certaines ventes d'armements en Arabie Saoudite, mais aussi d'un point de vue général pour les pays arabes, parce qu'il y a l'inquiétude que cela puisse un jour, pas demain, mais un jour, menacer Israël. Disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez un prince héritier en Arabie Saoudite qui semble plutôt favorable à des relations avec Israël, mais que se passe-t-il si dans 5, 10 ans, vous avez un coup d'État, un renversement de Mohammed bin Salman, et vous avez d'un seul coup un roi ou un prince héritier saoudien qui lance une politique extrêmement dure vis-à-vis d'Israël? Ce scénario, on aurait potentiellement une situation où vous avez des armements extrêmement avancés qui auraient été fournis par les États-Unis et qui pourraient soudainement être utilisés contre Israël. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Congrès est toujours très réticent, ou en tout cas très
regardant sur les ventes d'armements vis-à-vis des pays du Golfe. Et est-ce qu'il y a, on a évoqué tout à l'heure ce qui aurait été les propositions de Benjamin Netanyahu, est-ce qu'il y a actuellement, ou en tout cas depuis quelques années, un lobbying israélien auprès de certains élus du Congrès pour faire pencher la balance du côté des intérêts saoudiens, pour permettre ce deal? Disons que pour l'instant, ce que l'on voit dans le débat aux États-Unis, c'est qu'il y a, en raison notamment de ce processus de normalisation des accords d'Abraham, il y a du côté, disons, des parlementaires qui sont plutôt pro-israéliens ou des groupes parlementaires et des groupes d'intérêt pro-Israël, il n'y a pas de résistance forte à ces accords de défense, ou en tout cas ce rapprochement avec l'Arabie saoudite. Après, on est encore dans une phase de tractation. Si on voit le processus s'enclencher avec des transferts d'armement qui sont proposés au Congrès, ça peut changer. Ce qui est certain, c'est que dans le cas des Émirats arabes unis, cela n'avait pas posé problème quand l'administration Trump avait proposé la vente des F-35. Ce n'est pas sur la question d'Israël que les parlementaires avaient fait résistance, c'est sur la Chine. Et c'est ce qui avait été frappant, c'est que pour l'une des premières fois, on avait une vente d'armes auprès d'un pays du Golfe qui n'a pas été prévenue à cause d'Israël, mais à cause de la Chine. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'indicateur qu'on aurait, disons, des parlementaires pro-Israël qui feraient blocage à de telles tractations. Jean-Loup Saman, comment ce pacte de défense qui est réclamé s'intègre-t-il à l'ambition d'autonomie stratégique sur le plan militaire des Saoudiens, qui est l'un des objets de votre nouveau livre? Alors, disons que ça correspond à, d'une part, la volonté de l'Arabie saoudite et plus généralement d'une partie des pays du Golfe d'être beaucoup plus visible sur la scène internationale, d'être capable d'avoir leur politique étrangère sans être dictée par qui que ce soit. Et lorsque les Saoudiens, disons, lancent ce processus avec les Américains, ça ne les empêche pas, pour eux, de se rapprocher de la Chine, par exemple de se rapprocher des BRICS, comme on l'a vu récemment avec l'annonce selon laquelle les Saoudiens, les Émiriens pourraient être de nouveaux membres de ce regroupement de pays, donc des BRICS. Ainsi que l'Iran. Ça ne les empêche pas. Voilà, ainsi que l'Iran. Et d'ailleurs, ça ne les empêche pas aussi de devenir un partenaire de l'Organisation de la coopération de Shanghai, comme ils le sont devenus l'été dernier, au même titre que les Émirats, une organisation dont l'Iran est déjà un pays membre. Et donc ça correspond à ce que vous me disiez tout à l'heure, une politique de multi-alignement de l'Arabie saoudite. Exactement. Disons que cela peut sembler contradictoire lorsque on essaie de voir ça comme un signal de balance vers l'Occident ou balance vers la Chine. Aux yeux des Saoudiens, pour eux, c'est une façon de devenir central, de devenir incontournable, d'être finalement sur l'ensemble des dossiers qui importent pour les États-Unis et la Chine, et donc de gagner sur tous les dossiers. Ça, je pense que ça marche pour l'instant, ça marche en théorie, ce multi-alignement. Ça ne marchera pas si on a une situation qui escalade entre les États-Unis et la Chine. Ça ne marchera pas notamment si on a une administration après Biden. Si on imagine par exemple Trump revenir, je pense que l'administration Trump serait beaucoup plus transactionnelle, beaucoup plus à mettre la pression sur ses partenaires au Moyen-Orient pour cesser cette coopération avec la Chine en leur disant « vous ne pouvez pas avoir un accord de défense plus fort avec les États-Unis tout en signant des contrats d'armement avec les Chinois, tout en vous rapprochant des BRICS ou de l'Organisation de coopération de Shanghai. » Donc, pour l'instant, on est dans une phase qui permet ce jeu de multi-alignement, mais ça semble fragile à plus long terme. Un peu sur le modèle des demandes américaines qui ont été d'ailleurs acceptées sur le volet technologique, notamment avec des partenaires japonais, néerlandais, voilà, pour les exportations notamment de semi-conducteurs et de matériel permettant de fabriquer des semi-conducteurs. Oui, disons que là, on est encore une fois dans des calculs
vis-à-vis notamment du découplement, du dérisquement, je ne sais plus comment on dit. Découplage. Découplage, excusez-moi pour le néologisme barbare, mais disons que les pays du Golfe, comme tout un ensemble de pays en Asie, cherchent à se positionner vis-à-vis du discours américain et du discours des Européens, du découplage vis-à-vis de la Chine. Pour l'instant, une bonne partie de ce que les pays du Golfe font en matière de technologie, et que ce soit sur l'intelligence artificielle ou notamment sur les semi-conducteurs, ça se fait aussi avec les Chinois. Et là aussi, on voit une expansion de la présence chinoise dans ce domaine où, à mon avis, ce sera très difficile pour les Occidentaux de poser des conditions en matière de découplage dans les années à venir. Vous citez Jean-Loup Saman dans le livre l'ancien ministre des Affaires étrangères émirien Anouar Gargash, qui estimait que le temps où la Grande-Bretagne et plus récemment les États-Unis apportaient une garantie de sécurité régionale au Moyen-Orient était désormais dépassé. Est-ce que c'est pas un petit peu présomptueux par rapport et compte tenu notamment de la menace que peut poser l'Iran, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi d'autres menaces à venir, par exemple chinoises? Oui, toute la question que j'ai essayé de développer en fait dans le livre, à savoir est-ce que quand les pays du Golfe nous disent les pays occidentaux, les États-Unis, c'est de l'histoire ancienne, on ne peut plus compter sur eux, nous allons être autonomes. Est-ce que c'est présomptueux? Est-ce que c'est Vous parlez d'un mirage. Voilà, est-ce que c'est un mirage ou est-ce que c'est un décalage avec la réalité? Je pense que on est dans un processus de transition où clairement, même si on a ces tractations en cours entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis ne sont plus dans cette phase qu'on a pu voir au cours des 20 dernières années, où ils étaient le seul véritable grand acteur au Moyen-Orient. D'une part, on a la Chine et la Russie qui jouent un rôle assez conséquent dans les jeux de pouvoir locaux. Mais d'autre part, on a ces ambitions locales avec lesquelles il faut de plus en plus composer. On voit les Émirats arabes unis, vous citiez Anouar Gargash, les Émirats arabes unis n'entendent pas être dictés par les États-Unis, notamment sur le dossier de la guerre en Ukraine. Les Émirats arabes unis s'étaient abstenus lors du premier vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur la condamnation de la Russie en Ukraine. Ils n'ont pas hésité par ailleurs à ne pas appliquer les sanctions. Vous avez toute une partie des startups russes qui se sont relocalisées à Dubaï. Et on a vu plus récemment des révélations sur le fait que les Émirats avaient transféré des technologies, notamment en matière de drones, qui avaient une finalité militaire aux Russes, quand bien même les Américains avaient essayé de faire pression sur eux. Merci beaucoup Jean-Loup Saman d'avoir été avec nous pour cet entretien absolument passionnant. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales et que vous venez de faire paraître en anglais, en attendant une parution en français aux éditions IB Tauris, un livre intitulé New Military Strategies in the Gulf. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. C'est moi qui vous remercie, au revoir.